Jane Eyre, partie 6, chapitre 14. Les jours suivants, je ne vis que peu M. Rochester. Le matin, il était occupé par ses affaires, et dans l'après-midi, des messieurs de Millcote et du voisinage venaient le voir et restaient quelquefois à dîner avec lui. Quand son pied alla assez bien pour lui permettre l'exercice du cheval, il resta dehors une partie de la journée, probablement pour rendre les visites qu'on lui avait faites, et il ne revenait généralement que fort tard. Pendant ce temps, il demanda rarement Adèle. Quant à moi, je ne le vis que lorsque je le rencontrais par hasard dans la grande salle ou dans le corridor. Quelquefois, il passait devant moi avec hauteur, daignant à peine me saluer légèrement et me jeter un regard froid. D'autres fois, au contraire, il s'inclinait et me souriait avec affabilité. Ce changement d'humeur ne m'offensait nullement, parce que je voyais que je n'y étais pour rien. Le flux et le reflux provenaient de causes tout à fait indépendantes de ma volonté. Un jour qu'il y avait eu du monde à dîner, il avait envoyé chercher mon portefeuille, sans doute pour en montrer le contenu. Les invités partirent tôt pour se rendre à une assemblée publique à Millcote. Comme le temps était humide, M. Rochester ne les accompagna pas. Après leur départ, il sonna, et on vint m'avertir que j'eusse à descendre avec Adèle. J'habillai Adèle, et, après m'être assuré que j'étais bien moi-même, dans mon costume de quakeresse, où rien ne pouvait être retouché, car tout était trop simple et trop plat, y compris ma coiffure, pour que la plus petite chose pût se déranger, nous descendîmes. Adèle se demandait si son petit coffre était enfin arrivé, car grâce à quelque erreur, on ne l'avait point encore reçu. Elle ne s'était pas trompée. En entrant dans la salle à manger, nous aperçûmes sur la table un petit carton qu'elle sembla reconnaître instinctivement. « Ma boîte! Ma boîte !» s'écria-t-elle. « Oui, voilà enfin votre boîte. Emportez-la dans un coin, vraie fille de Paris, et amusez-vous à la déballer, » dit la voix profonde et railleuse de M. Rochester, qui était assis dans un fauteuil au coin du feu. « Mais surtout ne m'ennuyez pas avec les détails de votre procédé anatomique. Que votre opération se fasse en silence. Tiens-toi tranquille, enfant, comprends-tu » Adèle semblait ne point avoir besoin de l'avertissement. Elle se retira sur un sofa avec son trésor et se mit à défaire les cordes qui entouraient la boîte. Après avoir soulevé le couvercle et retiré un certain papier d'argent, elle s'écria « Oh, ciel, que c'est beau !» et elle demeura absorbée dans sa contemplation. « Mademoiselle Eyre est-elle ici ?» demanda le maître en se levant à demi et en regardant de mon côté. « Ah bon, venez et asseyez-vous ici, » ajouta-t-il en approchant une chaise de la sienne. « Je n'aime pas le babillage des enfants. Le murmure de leurs lèvres ne peut rien rappeler d'agréable à un vieux célibataire comme moi. Ce serait une chose intolérable pour moi que de passer toute une soirée en tête-à-tête avec un marmot. N'éloignez pas votre chaise, mademoiselle Eyre. Asseyez-vous juste où je l'ai placée. Comme cela, s'il vous plaît. Je ne veux point de ces politesses. Moi, je les oublie sans cesse. Je ne les aime pas plus que les vieilles dames dont l'intelligence est trop bornée. Pourtant, il faut que je fasse venir la mienne. Elle est une Fairfax, ou du moins a épousé un Fairfax. Je ne dois pas la négliger. On dit que le sang est plus épais que l'eau. » Il sonna et demanda madame Fairfax, qui arriva bientôt avec son tricot. « Bonsoir, madame, » dit-il. « Je vous demanderai de me rendre un service. J'ai défendu à Adèle de me parler du cadeau que je lui ai fait. Je vois qu'elle en a bien envie. Ayez la bonté de lui servir d'interlocutrice. Vous n'aurez jamais accompli un acte de bienveillance plus réel. » En effet, à peine Adèle eut-elle aperçu madame Fairfax qu'elle l'appela et jeta sur elle la porcelaine, l'ivoire et tout ce que contenait sa boîte, en manifestant son enthousiasme par des phrases entrecoupées, car elle ne possédait l'anglais que très imparfaitement. « Maintenant, » dit M. Rochester, « j'ai accompli mes devoirs de maître de maison. J'ai mis mes invités à même de s'amuser réciproquement, et je puis songer à mon propre plaisir. Mademoiselle Eyre, avancez un peu votre chaise,
Vous êtes trop en arrière. Je ne puis pas vous voir sans me déranger, ce que je n'ai nullement l'intention de faire. » Je fis ce qu'il me disait, bien que j'eusse infiniment préféré rester un peu en arrière. Mais M. Rochester avait une manière si directe de donner un ordre qu'il semblait impossible de ne pas lui obéir promptement. Nous étions dans la salle à manger, comme je l'ai déjà dit, le lustre qu'on avait allumé pour le dîner éclairait toute la pièce. Le feu était rouge et brillant, les rideaux pourpres retombaient avec ampleur devant la grande fenêtre et l'arche plus grande encore. Tout était tranquille, on n'entendait que le babillage voilé d'Adèle, car elle n'osait pas parler haut, et la pluie d'hiver qui battait les vitres. M. Rochester, ainsi étendu dans son fauteuil de Damas, me sembla différent de ce que je l'avais vu auparavant. Il n'avait pas l'air tout à fait aussi sombre et aussi triste. J'aperçus un sourire sur ses lèvres. Le vin lui avait probablement procuré cette gaieté relative, mais je ne puis pourtant pas l'affirmer. Son caractère de l'après-dîner était plus expansif que celui du matin. Cependant, il avait encore quelque chose d'effrayant lorsqu'il appuyait sa tête massive contre le dossier rembourré du fauteuil et que la lumière du feu, arrivant en plein sur ses traits de granit, éclairait ses grands yeux noirs. Car il avait de fort beaux yeux noirs qui, changeant quelquefois tout à coup de caractère, exprimaient, sinon la douceur, du moins un sentiment qui s'en rapprochait beaucoup. Pendant 2 minutes environ, il contempla le feu. Et, lorsqu'il se retourna, il aperçut mon regard fixé sur lui. « Vous m'examinez, mademoiselle R, me dit-il. Me trouveriez-vous beau ? » Si j'avais eu le temps de réfléchir, j'aurais fait une de ces réponses conventionnelles, vagues et polies. Mais les paroles sortirent de mes lèvres presque à mon insu. « Non, monsieur, répondis-je. »« Savez-vous qu'il y a quelque chose d'étrange en vous ? » me dit-il. « Vous avez l'air d'une petite nonne, avec vos manières tranquilles, graves et simples, vos yeux généralement baissés, excepté lorsqu'ils sont fixés sur moi, comme maintenant par exemple. Et quand on vous questionne, ou quand on fait devant vous une remarque qui vous force à parler, votre réponse est sinon impertinente, du moins brusque. »« Pardon, monsieur, j'ai été trop franche. J'aurais dû vous dire qu'il n'était pas facile d'improviser une réponse sur les apparences, que les goûts diffèrent, que la beauté est de peu d'importance, ou quelque chose de semblable. »« Non, vous n'auriez pas dû répondre cela. »« Comment ? La beauté de peu d'importance ? Ainsi, sous prétexte d'adoucir le coup, vous enfoncez la lame plus avant. Continuez. Quel défaut me trouvez-vous ? Je vous prie. Il me semble que mes membres et mes traits sont faits comme ceux des autres hommes. » »« Veuillez oublier, monsieur, ma réponse. Je n'ai nullement eu l'intention de vous blesser. C'est pure étourderie de ma part. »« Justement, c'est ce que je pense aussi. Mais vous êtes responsable de cette étourderie. Critiquez-moi. Mon front vous déplaît-il ? » Il souleva ses cheveux noirs qui descendaient sur ses yeux et laissa voir un front large et intelligent, mais où rien n'indiquait la bienveillance. « Eh bien, madame, suis-je un idiot ? » me demanda-t-il. « Loin de là, monsieur, mais vous me trouverez peut-être trop brusque lorsque je vous demanderai si vous êtes un philanthrope. » Encore une pointe. Et cela parce que j'ai déclaré ne pas aimer la société des enfants et des vieilles femmes. Ça, parlons plus bas. Non, jeune fille, je ne suis généralement pas un philanthrope. Mais j'ai une conscience, ajouta-t-il en posant son doigt sur la bosse qui, à ce qu'on prétend, indique cette faculté et qui, chez lui, était assez volumineuse et donnait une grande largeur à la partie supérieure de la tête. Même autrefois, j'ai eu une sorte de tendresse dans le cœur. À votre âge, je sentais, j'avais pitié des faibles et de ceux qui souffrent. Mais la fortune m'a frappé de ses mains vigoureuses. Et maintenant, je puis me flatter d'être aussi dur qu'une balle de caoutchouc, pénétrable peut-être par 2 ou 3 endroits, mais n'ayant plus qu'un seul point sensible. Croyez-vous qu'on puisse encore espérer pour moi ? Espérer quoi, monsieur ?
mais que le caoutchouc redeviendra cher. Décidément, il a bu trop de vin, pensai-je, et je ne savais quelle réponse faire à sa question. Comment pouvais-je dire s'il était capable d'être transformé? Vous avez l'air embarrassé, me dit-il, et, quoique vous ne soyez pas plus jolie que je ne suis beau, cependant un air embarrassé vous va bien. D'ailleurs, cela me convient, c'est un moyen d'éloigner de ma figure vos yeux scrutateurs et de les reporter sur les fleurs du tapis. Ainsi donc, je vais continuer à vous embarrasser, jeune fille. Je suis disposé à être communicatif aujourd'hui. » En disant ces mots, il se leva et appuya son bras sur le marbre de la cheminée. Je pus voir distinctement son corps, sa figure et sa poitrine, dont le développement n'était pas en proportion avec la longueur de ses membres. Presque tout le monde l'aurait trouvé laid, mais il avait dans son port tant d'orgueil involontaire, tant d'aisance dans ses manières. Il semblait s'inquiéter si peu de son manque de beauté et être si intimement persuadé que ses qualités personnelles étaient bien assez puissantes pour remplacer un charme extérieur, qu'en le regardant on partageait son indifférence, et qu'on était presque tenté de partager aussi sa confiance en lui-même. « Je suis disposé à être communicatif, » répéta-t-il, « et c'est pourquoi je vous ai envoyé chercher. Le feu et le chandelier n'étaient pas des compagnons suffisants. Pilote non plus, car il ne parle pas. Adèle me convenait un peu mieux, mais ce n'était pas encore là ce qu'il me fallait, pas plus que madame Fairfax. Quant à vous, je suis persuadé que vous êtes justement ce que je voulais. Vous m'avez intrigué le premier soir où je vous ai vu. Depuis, je vous avais presque oublié. D'autres idées vous avaient chassé de mon souvenir. Mais, aujourd'hui, je veux éloigner de moi ce qui me déplaît et prendre ce qui m'amuse. Eh bien, cela m'amuse d'en savoir plus long sur votre compte. Ainsi donc, parlez. » Au lieu de parler, je souris, et mon sourire n'était ni aimable ni soumis. « Parlez, répéta-t-il. Sur quoi, monsieur ? Sur ce que vous voudrez. Je vous laisse le choix du sujet, et vous pourrez même le traiter comme il vous plaira. » En conséquence de ces ordres, je m'assis et ne dis rien. Il s'imagine que je vais parler pour le plaisir de parler, mais je lui prouverai que ce n'est pas à moi qu'il devait s'adresser pour cela, pensai-je. Êtes-vous muette, mademoiselle R ? Je persistais dans mon silence. Il pencha sa tête vers moi et plongea un regard rapide dans mes yeux. Opiniâtre et ennuyée, dit-il. Elle persiste. Mais aussi, j'ai fait ma demande sous une forme absurde et presque impertinente. Mademoiselle R, je vous demande pardon. Sachez, une fois pour toutes, que mon intention n'est pas de vous traiter en inférieur. C'est-à-dire, reprit-il, je ne veux que la supériorité que doivent donner 20 ans de plus et une expérience d'un siècle. Celle-là est légitime, et j'y tiens, comme dirait Adèle. Et c'est en vertu de cette supériorité, de celle-là seule, que je vous prie d'avoir la bonté de me parler un peu et de distraire mes pensées qui souffrent de se reporter toujours sur un même point où elles se rongent comme un clou rouillé. Il avait daigné me donner une explication, presque faire des excuses. Je n'y fus pas insensible, et je voulus le lui prouver. Je ne demande pas mieux que de vous amuser, monsieur, si je le puis. Mais comment voulez-vous que je sache ce qui vous intéresse ? Interrogez-moi, et je vous répondrai de mon mieux. D'abord, acceptez-vous que j'ai le droit d'être un peu le maître ? Acceptez-vous que j'ai le droit d'être quelquefois brusque et exigeant à cause des raisons que je vous ai données ? D'abord, parce que je suis assez âgé pour être votre père. Ensuite, parce que j'ai l'expérience que donne la lutte, que j'ai vu de près bien des hommes et bien des nations, qu'enfin j'ai parcouru la moitié du globe, pendant que vous êtes toujours resté tranquillement chez les mêmes individus et dans la même maison. Faites comme il vous plaira, monsieur. Ce n'est pas une réponse, ou du moins, c'en est une très irritante, parce qu'elle est évasive.
répondez clairement. Eh bien, monsieur, je ne pense pas que vous ayez le droit de me donner des ordres, simplement parce que vous êtes plus vieux et que vous connaissez mieux le monde que moi. Votre supériorité dépend de l'usage que vous avez fait de votre temps et de votre expérience. Voilà qui est promptement répondu. Mais je n'admets pas votre principe. Il me serait trop défavorable, car j'ai fait un usage nul, pour ne pas dire mauvais, de ces deux avantages. Mettons de côté toute supériorité. Je vous demande simplement d'accepter de temps en temps mes ordres sans vous blesser de mon ton de commandement. Dites, le voulez-vous ? Je souris. Monsieur Rochester est étrange, pensai-je, en moi-même. Il semble oublier qu'il me paye 30 livres sterling par an pour recevoir ses ordres. Voilà un sourire qui me plaît, dit-il. Mais cela ne suffit pas. Parlez. Je pensais tout à l'heure, monsieur, répondis-je, que bien peu de maîtres s'inquiètent de savoir si les gens qu'ils payent sont ou non contents de recevoir leurs ordres. Les gens qu'ils payent ? Est-ce que je vous paye ? Ah oui, je l'avais oublié. Eh bien, alors, pour cette raison mercenaire, voulez-vous me permettre d'être un peu le maître ? Pour cette raison, non, monsieur. Mais parce que vous avez oublié que je dépendais de vous. Oui, je consens du fond du cœur à ce que vous me demandez, parce que vous cherchez à savoir si le serviteur est heureux dans sa servitude. Et vous consentez à me dispenser des formes conventionnelles sans prendre cette omission pour une impertinence ? Je suis sûr, monsieur, de ne jamais confondre le manque de forme avec l'impertinence. J'aime la première de ces choses. Quant à l'autre, aucune créature libre ne peut la supporter, même pour de l'argent. Erreur. La plupart des créatures libres acceptent tout pour de l'argent. Je vous conseille donc de ne pas proclamer des généralités dont vous êtes incapable de juger l'exactitude. Néanmoins, je vous sais gré de votre réponse, tant pour elle-même que pour la manière dont vous l'avez faite, car vous avez parlé avec sincérité, ce qui n'est pas commun. L'affectation, la froideur, ou une manière stupide de comprendre votre pensée, voilà ce qui, en général, répond à votre franchise. Sur 100 sous-maîtresses, pas une peut-être ne m'eût répondu comme vous. Mais ne croyez pas que je veuille vous flatter. Si vous avez été faite dans un moule différent des autres, vous n'en êtes nullement cause. C'est l'œuvre de la nature. Et d'ailleurs, je ne puis pas conclure encore. Peut-être n'êtes-vous pas meilleur que les autres. Peut-être avez-vous des défauts intolérables pour balancer vos quelques bonnes qualités. Peut-être en avez-vous vous-même, pensai-je. Et à ce moment, mon regard rencontra le sien. Il lut ma pensée et y répondit comme si je l'avais exprimée par des paroles. « Oui, oui, vous avez raison, dit-il. J'ai bon nombre de défauts moi-même, je le sais, et je ne cherche pas à m'excuser. Je n'ai pas le droit d'être trop sévère pour les autres. Mes actes et la nature de ma vie passée devraient arrêter le sourire sur mes lèvres. Je devrais ne pas critiquer trop sévèrement mon voisin et reporter mes regards sur mon propre cœur. J'entrais, ou plutôt, car les pécheurs aiment à jeter le blâme sur la fortune ou les circonstances. Je fus précipité à l'âge de 20 ans dans une route dangereuse, et depuis je n'ai jamais repris le droit chemin. Mais j'aurais pu être différent de ce que je suis. J'aurais pu être aussi bon que vous, plus expérimenté, peut-être presque aussi pur. J'envie la paix de votre esprit, la pureté de votre conscience et votre passé sans tache. Enfant, un passé sans tache doit être un trésor exquis, une source inépuisable de bonheur, n'est-ce pas ? Quel était votre passé à 18 ans, monsieur ? Il était beau et limpide. Aucune eau impure ne l'avait transformé en mare fétide. J'étais votre égal à 18 ans. La nature m'avait fait pour être bon, mademoiselle R. Et vous voyez que je ne le suis pas. Vos yeux me disent que vous ne le voyez pas. Car, à propos, prenez garde à l'expression de votre regard. Je suis rapide à l'interpréter.
Croyez ce que je vais vous dire. Je ne suis pas méchant. N'allez pas voir en moi un de ces princes du mal. Non, grâce aux circonstances plutôt qu'à ma nature, je suis un pécheur vulgaire, plongé dans toutes les misérables dissipations que recherchent les riches pour égayer leur vie. Ne vous étonnez pas si je vous avoue toutes ces choses. Sachez que, dans le cours de notre vie à venir, vous vous trouverez souvent choisie pour être la confidente involontaire de bien des secrets. Beaucoup sentiront instinctivement comme moi que vous n'êtes pas faite pour parler de vous, mais pour écouter les autres parler d'eux. Ils comprendront aussi que vous ne les écoutez pas avec un mépris malveillant, mais avec une sympathie naturelle qui console et encourage, bien qu'elle ne se manifeste pas très vivement. Comment pouvez-vous savoir? Comment avez-vous pu deviner tout cela, monsieur? Je le sais, et c'est pourquoi je continue aussi librement que si j'écrivais mes pensées sur mon journal. Vous me direz que j'aurais dû dominer les circonstances, c'est vrai. Mais, vous le voyez, je ne l'ai pas pu. Quand la fortune m'a frappé, j'aurais dû demeurer froid, et je suis tombé dans le désespoir. Alors a commencé mon abaissement. Et maintenant, quand un imbécile vicieux excite mon dégoût par ses honteuses débauches, je ne puis pas me vanter d'être meilleur que lui. Je suis obligé de confesser que lui et moi, nous sommes sur le même niveau. Que ne suis-je resté ferme? Dieu sait si je le désire. Craignez le remords quand vous serez tenté de succomber, mademoiselle R. Le remords est le poison de la vie. On dit que le repentir en est le remède, monsieur. Non, le seul remède possible, c'est une conduite meilleure, et je pourrais y arriver. J'ai encore assez de force, si... Mais pourquoi y penser, accablé et maudit comme je le suis? Et d'ailleurs, puisque le bonheur m'est refusé, j'ai droit de chercher le plaisir dans la vie, et je le trouverai à n'importe quel prix. Alors, monsieur, vous tomberez encore plus bas. C'est possible. Et pourtant non, si je trouve un plaisir frais et doux. Et j'en trouverai un aussi frais et aussi doux que le miel sauvage recueilli par l'abeille sur les marais. Prenez garde, monsieur, qu'il ne vous semble bien amer. Qu'en savez-vous? Vous ne l'avez jamais goûté. Comme votre regard est sérieux et solennel, et vous êtes aussi ignorante de tout ceci que cette tête de porcelaine, dit-il en prenant une sur la cheminée. Vous n'avez pas le droit de me prêcher, néophyte qui n'avez pas passé le seuil de la vie et qui ne connaissez aucun de ses mystères. Je ne fais que vous rappeler vos propres paroles, monsieur. Vous avez dit que la faute conduisait au remords, et que le remords était le poison de la vie. Et qui parle de faute? Je ne pense pas que l'idée que je viens de concevoir soit une faute. C'est plutôt une inspiration qu'une tentation. Oh, elle était douce et calmante. La voilà qui revient encore. Ce n'est pas l'esprit du mal qui me l'a inspirée. Ou bien alors, il a revêtu la robe d'un ange. Il me semble que je dois admettre un tel hôte lorsqu'il me demande l'entrée de mon cœur. Défiez-vous de lui, monsieur. Ce n'est pas un ange véritable. Encore une fois, qu'en savez-vous? Par quel instinct prétendez-vous distinguer le séraphin déchu du messager de l'Éternel, le guide du séducteur? J'ai jugé d'après votre apparence, qui était troublée au moment où vous avez dit que la même pensée vous revenait, et je suis persuadée que, si vous agissez selon votre désir, vous deviendrez plus malheureux encore. Pas du tout. Cet ange m'a apporté le plus gracieux message du monde. Du reste, vous n'êtes pas chargé de ma conscience. Ainsi donc, ne vous troublez pas. Entre, joyeux voyageur. Il semblait parler à une vision aperçue de lui seul. Puis il croisa ses bras sur sa poitrine, comme pour embrasser l'être invisible. Maintenant, continua-t-il en s'adressant à moi, j'ai reçu le pèlerin. Je crois que c'est une divinité déguisée. Il m'a déjà fait du bien. Mon cœur était tout charnel.
le voilà devenu un reliquaire. À dire vrai, monsieur, je ne vous comprends pas du tout. Je ne puis pas continuer cette conversation, elle n'est plus à ma portée. Je ne sais qu'une chose, c'est que vous n'êtes pas aussi bon que vous le désirez et que vous regrettez votre imperfection. Je n'ai compris qu'une chose, c'est que les souillures de votre passé étaient une torture pour vous. Il me semble que, si vous le vouliez, vous seriez bientôt digne d'être approuvé par vous-même, et que si, à partir de ce jour, vous preniez la résolution de modifier vos actes et vos pensées, au bout de quelques années, vous auriez un passé pur et que vous pourriez contempler avec joie. Bien pensé et bien dit, mademoiselle R. Et dans ce moment, je pave l'enfer de bonnes intentions. Monsieur? Oui, je prends de bonnes résolutions que je crois aussi durables que le bronze. Mes actes seront différents de ceux qu'ils ont été jusqu'ici. Et meilleurs? Oui, meilleurs. Vous semblez douter de moi, et pourtant, moi, je ne doute pas. Je connais mon but et mes motifs. Et, dès ce moment, je fais une loi inaltérable comme celle des Mèdes et des Perses, pour déclarer que l'un et les autres sont droits. Ils ne le sont pas, monsieur, puisque vous avez besoin pour eux de lois nouvelles. Vous vous trompez, mademoiselle R. Des combinaisons et des circonstances inouïes demandent des lois inouïes. C'est une maxime dangereuse, monsieur, car il est facile d'en abuser. Vous avez raison, philosophe sentencieux. Mais je jure sur tout ce qui m'appartient que je n'en abuserai pas. Vous êtes homme et faillible. Oui, de même que vous. Eh bien, après. Les hommes faillibles ne devraient pas s'arroger un pouvoir qui ne peut être sûrement confié qu'aux êtres parfaits et divins. Quel pouvoir? Celui de dire de toute action, quelque étrange qu'elle soit, ce sera bien. Oui, repartit M. Rochester. Vous l'avez dit. Je déclare que ce sera bien. Dieu fasse que ce soit bien, répondis-je en me levant, car je trouvais inutile de continuer une conversation si obscure pour moi. Je comprenais d'ailleurs que je ne pouvais arriver à pénétrer le caractère de mon interlocuteur, du moins pour le moment, et je sentais enfin cette incertitude, ce vague sentiment de malaise qu'entraîne toujours la conviction de son ignorance. « Où allez-vous » me demanda M. Rochester. « Coucher Adèle, répondis-je. Il est plus que temps. » Vous avez peur de moi, parce que mes paroles ressemblent à celles du Sphinx. Vous parlez en effet par énigme, mais, bien que je sois étonné, je n'ai pas peur. Si, vous avez peur. Votre amour-propre craint une méprise. Dans ce sens-là, oui, j'ai peur. Je désire ne pas dire de sottises. Si vous en disiez, ce serait d'une manière si tranquille et si grave que je ne m'en apercevrais pas. Est-ce que vous ne riez jamais, mademoiselle R? Ne vous donnez pas la peine de répondre. Je vois que vous riez rarement, mais que néanmoins vous pouvez le faire, et même avec beaucoup de gaieté. Croyez-moi, la nature ne vous a pas plus fait austère qu'elle ne m'a fait vicieux. Vous vous ressentez encore de la contrainte de Lowood, vous composez votre visage, vous voilez votre voix, vous serrez vos membres contre vous, et vous craignez devant un homme qui est votre frère, votre père, votre maître, ou ce que vous voudrez enfin, vous craignez que votre sourire ne soit trop joyeux, votre parole trop libre, vos mouvements trop prompts. Mais bientôt, je l'espère, vous apprendrez à être naturel avec moi, parce qu'il m'est impossible de ne pas l'être avec vous. Alors, vos mouvements et vos regards seront plus vifs et plus variés. Quelquefois, vous jetez autour de vous un coup d'œil curieux comme celui de l'oiseau qui regarde à travers les barreaux de sa cage. Vous ressemblez à un captif remuant, résolu, qui, s'il était libre, volerait jusqu'aux nuages. Mais vous êtes encore courbé sur votre route. Monsieur, 9 heures ont sonné. N'importe, attendez une minute.
Adèle n'est pas prête à aller se coucher. Je viens d'examiner ce qui se passait ici. Pendant que je vous parlais, j'ai regardé Adèle de temps en temps. J'ai mes raisons pour la croire curieuse à étudier, et ces raisons, je vous les dirai un jour. Il y a 10 minutes environ, elle a tiré de sa boîte une petite robe de soie rose. Aussitôt ses traits se sont illuminés. La coquetterie coule dans son sang, remplit son cerveau et nourrit la moelle de ses os. Il faut que je l'essaye. S'est-elle écriée. Et à l'instant même, elle est sortie de la chambre pour aller se faire habiller par Sophie. Dans quelques minutes, elle rentrera. Je le sais, je vais voir une miniature de Céline Varens dans le costume qu'elle portait sur le théâtre au commencement de... Mais n'y pensons plus. Et pourtant, ce qu'il y a de plus tendre en moi va recevoir un choc, je le pressens. Restez ici pour voir si j'ai raison. Au bout de quelques minutes, on entendit les pas d'Adèle dans la grande salle. Elle entra transformée comme me l'avait annoncé son tuteur. Une robe à satin rose très courte et très ornée dans le bas avait remplacé sa robe brune. Une couronne de boutons de rose entourait son front. Elle était chaussée de bas de soie et de souliers de satin blanc. « Est-ce que ma robe va bien ?» s'écria-t-elle en bondissant. « Et mes souliers, et mes bas. Tenez, je crois que je vais danser. » Et, étalant sa robe, elle se mit à sauter dans la chambre. Arrivée près de M. Rochester, elle fit une pirouette sur la pointe des pieds, puis se mit à genoux devant lui. « Monsieur, je vous remercie 1000 fois de votre bonté !» s'écria-t-elle. Puis, se relevant, elle ajouta « C'est comme cela que maman faisait, n'est-ce pas, monsieur ?» « Exactement !» répondit-il. « Et c'est ainsi qu'elle a charmé mes guinées et les a fait sortir de mes culottes britanniques. J'ai été jeune, mademoiselle R. Certes, mon visage a eu autant de fraîcheur que le vôtre. Mon printemps n'est plus, mais il m'a laissé cette petite fleur française. Il y a des jours où je voudrais en être débarrassé, car je n'attache plus aucune valeur au tronc qui l'a produite, parce que j'ai vu qu'une poussière d'or pouvait seule lui servir d'engrais. Non, je n'aime pas cette enfant, surtout quand elle est aussi prétentieuse que maintenant. Je la garde peut-être conformément aux principes des catholiques qui croient expier par une seule bonne œuvre de nombreux péchés. Mais je vous expliquerai tout ceci plus tard. Bonsoir. Chapitre 15. Monsieur Rochester me l'expliqua, en effet. Une après-midi que je me promenais dans les champs avec Adèle, je le rencontrai et il me pria de le suivre dans une avenue de hêtres qui était devant nous, tandis que mon élève jouerait avec Pilote et ses volants. Il me raconta alors qu'Adèle était la fille d'une danseuse de l'opéra français, Céline Varens, pour laquelle il avait eu ce qu'il appelait une grande passion. Céline avait feint d'y répondre par un amour plus ardent encore. Il se croyait idolâtré, quelque laid qu'il fût. Il se figurait, me dit-il, qu'elle préférait sa taille d'athlète à l'élégance de l'Apollon du Belvédère. Et je fus si flatté, mademoiselle R., de la préférence de la sylphide française pour son gnome anglais, que je l'installai dans un hôtel et lui donnai un établissement complet. Domestique, voiture, cachemire, diamants, dentelles, etc. En un mot, j'étais en train de me ruiner, dans le style adopté, comme le premier venu. Je n'avais même pas l'originalité de chercher une route nouvelle pour me conduire à la bonté et à la ruine. Mais je suivais la vieille ornière avec une stupide exactitude, et je ne m'écartais pas d'un pouce du sentier battu. J'eus, comme je le méritais, le sort de tous les dissipateurs. Je vins un soir où Céline ne m'attendait pas. Elle était sortie. La nuit était chaude. Fatigué d'avoir couru dans tout Paris, je m'assis dans son boudoir, heureux de respirer l'air consacré par sa présence. J'exagère. Je n'ai jamais cru qu'il y eût autour de sa personne quelque vertu sanctifiante. Non, elle n'avait laissé derrière elle que l'odeur du musc et de l'ambre. Le parfum des fleurs, mêlé aux émanations des essences, commençait à me monter à la tête,
lorsque j'eus l'idée d'ouvrir la fenêtre et de m'avancer sur le balcon. Il faisait clair de lune, et le gaz était allumé. La nuit était calme et sereine. Quelques chaises se trouvaient sur le balcon, je m'assis et je pris un cigare. Je vais en prendre un, si vous voulez bien me le permettre. Il fit une pause, tira un cigare de sa poche, l'alluma, le plaça entre ses lèvres, jeta une bouffée d'encens havanais dans l'air glacé et reprit. J'aimais aussi les bonbons à cette époque, mademoiselle R. Je croquais des pastilles de chocolat et je fumais alternativement, regardant défiler les équipages le long de cette rue à la mode, voisine de l'opéra, lorsque j'aperçus une élégante voiture fermée, traînée par 2 beaux chevaux anglais, et qu'éclairaient en plein les brillantes lumières de la ville. Je reconnus la voiture que j'avais donnée à Céline. Elle rentrait. Mon cœur bondit naturellement d'impatience sur la rampe de fer où je m'appuyais. La voiture s'arrêta à la porte de l'hôtel. Ma flamme, c'est le mot propre pour une innamorata d'opéra, s'alluma. Quoique Céline fût enveloppée d'un manteau, embarras bien inutile pour une si chaude soirée de juin, je reconnus immédiatement son petit pied qui sortit de dessous sa robe au moment où elle sauta de voiture. Penché sur le balcon, j'allais murmurer « Mon ange », mais d'une voix que l'amour seul eût pu entendre. Lorsqu'une autre personne, enveloppée également d'un manteau, sortit après elle. Mais cette fois, ce fut un talon éperonné qui frappa le pavé, et ce fut un chapeau d'homme qui passa sous la porte cochère de l'hôtel. Vous n'avez jamais senti la jalousie, n'est-ce pas, mademoiselle R? Belle demande, puisque vous ne connaissez pas l'amour. Vous avez à éprouver ces 2 sentiments. Votre âme dort, vous n'avez pas encore reçu le choc qui doit la réveiller. Vous croyez que toute l'existence coule sur un flot aussi paisible que celui où a glissé jusqu'ici votre jeunesse. Les yeux fermés, les oreilles bouchées, vous vous laissez bercer au courant sans voir les rochers qui montent sous l'eau et les brisants qui bouillonnent. Mais, je vous le dis, et vous pouvez me croire, un jour vous arriverez aux écueils, un jour votre vie se brisera dans un tourbillon tumultueux en une bruyante écume. Alors vous volerez sur les pics des rochers comme une poussière liquide, ou bien, soulevé par une vague puissante, vous serez jeté dans un courant plus calme. J'aime cette journée, j'aime ce ciel d'acier, j'aime l'immobilité et la dureté de ce paysage sous cette gelée. J'aime Thornfield, son antiquité, son isolement, ses vieux arbres, ses buissons épineux, sa façade grise et les lignes de ses fenêtres sombres qui réfléchissent ce ciel métallique. Et cependant, j'en ai longtemps abhorré la seule pensée. Je l'ai évitée comme une maison maudite et que je déteste encore. Il serra les dents et se tut. Il s'arrêta et frappa du pied le sol durci. Une pensée fatale semblait l'étreindre si fortement qu'il ne pouvait faire un pas. Nous montions l'avenue lorsqu'il s'arrêta ainsi. Le château était devant nous. Il jeta sur les créneaux un regard comme je n'en ai jamais vu de ma vie. La douleur, la honte, la colère, l'impatience, le dégoût, la haine semblèrent lutter un moment dans sa large prunelle dilatée sous son sourcil d'ébène. Le combat fut terrible, mais un autre sentiment s'éleva et triompha. C'était quelque chose de dur, de cynique, de résolu et d'inflexible. Il dompta son émotion, pétrifia son attitude et poursuivit. Pendant que je gardais le silence, mademoiselle R, je réglais un compte avec ma destinée. Elle était là, près de ce tronc de hêtre, comme une des sorcières qui apparurent à Macbeth sur la bruyère des forts. « Vous aimez Thornfield ?» me disait-elle en levant le doigt, et elle écrivait dans l'air un souvenir qui courait s'imprimer en hiéroglyphes lugubres sur la façade du château. « Aimez-le si vous le pouvez, aimez-le si vous l'osez. »« Oui, je l'aimerai, répondis-je. J'ose l'aimer. » Et il ajouta avec emportement. « Je tiendrai ma parole,
je briserai les obstacles qui m'empêchent d'être heureux et bon. Oui, bon. Je voudrais être meilleur que je n'ai été jusqu'ici, que je ne suis. De même que la baleine de Job brisa la lance et le dard, de même ce que les autres regarderaient comme des barrières de fer tombera sous ma main comme de la paille ou du bois pourri. À ce moment, Adèle vint se jeter dans ses jambes avec son volant. « Éloigne-toi d'ici, enfant !» s'écria-t-il durement. « Où va jouer avec Sophie ?» Puis il continua à marcher en silence. Je hasardai de le rappeler au sujet dont il s'était écarté. « Avez-vous quitté le balcon lorsque mademoiselle Varens entra ?» lui demandai-je. Je m'attendais presque à une rebuffade pour cette question intempestive. Mais, au contraire, sortant de sa rêverie, il tourna les yeux vers moi, et son front sembla s'éclaircir. « Oh, j'avais oublié Céline, me dit-il. Eh bien, lorsque je vis ma magicienne escortée d'un cavalier, le vieux serpent de la jalousie se glissa en sifflant sous mon gilet, et, en un instant, m'eût percé le cœur. « Il est étrange, » s'écria-t-il en s'interrompant de nouveau. « Il est étrange que je vous choisisse pour confidente de tout ceci, jeune fille. Il est plus étrange encore que vous m'écoutiez tranquillement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, qu'un homme tel que moi racontât l'histoire de ses maîtresses à une jeune fille simple et inexpérimentée comme vous. Mais cette dernière singularité explique la première. Avec cet air grave, prudent et sage, vous avez bien la tournure d'une confidente. D'ailleurs, je sais avec quel esprit mon esprit est entré en communion. C'est un esprit à part, et sur lequel la contagion du mal ne peut rien. Heureusement, je ne veux pas lui nuire, car, si je le voulais, je ne le pourrais pas. Nos conversations sont bonnes. Je ne puis pas vous souiller, et vous me purifiez. » Après cette digression, il continua. Je restai sur le balcon. Ils viendront sans doute dans le boudoir, pensai-je. Préparons une embuscade. Passant ma main à travers la fenêtre ouverte, je tirai le rideau. Je laissai seulement une petite ouverture pour faire mes observations. Je refermai aussi la persienne en ménageant une fente par laquelle pouvaient m'arriver les paroles étouffées des amoureux, puis je me rassis au moment où le couple entrait. Mon œil était fixé sur l'ouverture. La femme de chambre de Céline alluma une lampe et se retira. Je vis alors les amants. Ils déposèrent leurs manteaux. Céline m'apparut brillante de satin et de bijoux. Médon, sans doute. Son compagnon portait l'uniforme d'officier. Je le reconnus. C'était le vicomte, jeune homme vicieux et sans cervelle que j'avais quelquefois rencontré dans le monde. Je n'avais jamais songé à le haïr, tant il me semblait méprisable. En le reconnaissant, ma jalousie cessa, mais aussi mon amour pour Céline s'éteignit. Une femme qui pouvait me trahir pour un tel rival n'était pas digne de moi. Elle ne méritait que le dédain, moins que moi pourtant, qui avait été sa dupe. Ils commencèrent à causer. Leur conversation me mit complètement à mon aise. Frivole, mercenaire, sans cœur et sans esprit. Elle semblait faite plutôt pour ennuyer que pour irriter. Ma carte était sur la table. Dès qu'ils la virent, ils se mirent à parler de moi, mais ni l'un ni l'autre ne possédait assez d'énergie ou d'esprit pour me travailler d'importance. Ils m'outrageaient de toute leur force. Céline, surtout, brillait sur le chapitre de mes défauts et de mes laideurs. Elle, qui avait témoigné une si fervente admiration pour ce qu'elle appelait ma beauté mâle, en quoi elle différait bien de vous, qui m'avez dit à bout portant, dès notre première entrevue, que vous ne me trouviez pas beau. Ce contraste m'a frappé alors, et... À ce moment, Adèle accourut encore vers nous. « Monsieur, dit-elle, John vient de dire que votre intendant est arrivé et vous demande. »« Ah, dans ce cas, il faut que j'abrège. » J'ouvris la fenêtre et je m'avançai vers eux. Je libérai Céline de ma protection, je la priai de quitter l'hôtel et lui offris ma bourse pour faire face aux exigences du moment.
sans me soucier de ses cris, de ses protestations, de ses convulsions, de ses prières. Je pris un rendez-vous au bois de Boulogne avec le vicomte. J'eus le plaisir de me battre avec lui le lendemain. Je logeai une balle dans l'un de ses pauvres bras étiolés et faibles comme l'aile d'un poulet étique. Et alors je crus en avoir fini avec toute la clique. Mais malheureusement, 6 mois avant, Céline m'avait donné cette fillette qu'elle affirmait être ma fille. C'est possible. Bien que je ne retrouve chez elle aucune preuve de ma laide paternité. Pilote me ressemble davantage. Quelques années après notre rupture, sa mère l'abandonna et s'enfuit en Italie avec un musicien ou un chanteur. Je n'admets pas que je doive rien à Adèle, et je ne lui demande rien, car je ne suis pas son père. Mais, ayant appris son abandon, j'enlevai ce pauvre petit être au bout de Paris, et je le transportai ici, pour l'élever sainement sur le sol salubre de la campagne anglaise. Madame Fairfax a eu recours à vous pour son éducation. Mais maintenant que vous savez qu'Adèle est la fille illégitime d'une danseuse de l'opéra, vous n'envisagerez peut-être plus de la même manière votre tâche et votre élève. Vous viendrez peut-être quelques jours à moi en me disant que vous avez trouvé une place et que vous me priez de chercher une autre gouvernante. Non, monsieur, Adèle n'est pas responsable des fautes de sa mère et des vôtres, puisqu'elle n'a pas de parents, que sa mère l'a abandonnée, et que vous, monsieur, vous la reniez, eh bien, je m'attacherai à elle plus que jamais. Comment pourrais-je préférer l'héritier gâté d'une famille riche, qui détesterait sa gouvernante, à la pauvre orpheline qui chercha une amie dans son institutrice? Oh, si c'est là votre manière de voir. Mais il faut que je rentre maintenant. Et vous aussi, car voici la nuit. Je restai encore quelques minutes avec Adèle et Pilote. Je courus un peu avec elle, et je jouai une partie de volant. Lorsque nous fûmes rentrés, et que je lui eus retiré son chapeau et son manteau, je la pris sur mes genoux, et je la laissai babiller 1 heure environ. Je lui permis même quelques petites libertés qu'elle aimait tant à prendre pour se faire remarquer. Car là se trahissait en elle le caractère léger que lui avait légué sa mère, et qui est si différent de l'esprit anglais. Cependant, elle avait ses qualités, et j'étais disposé à apprécier au plus haut point tout ce qu'il y avait de bon en elle. Je cherchais dans ses traits et son maintien une ressemblance avec M. Rochester, mais je ne pus pas en trouver. Rien en elle n'annonçait cette parenté. J'en étais fâché. Si seulement elle lui avait ressemblé un peu, il aurait eu meilleure opinion d'elle. Ce ne fut qu'au moment de me coucher que je me mis à repasser dans ma mémoire l'histoire de M. Rochester. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans le récit lui-même. La passion d'un riche gentleman pour une danseuse française, la trahison de celle-ci, étaient des faits qui devaient arriver chaque jour. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans son émotion au moment où il s'était dit heureux d'être revenu dans son vieux château. Je réfléchis sur cet incident, mais j'y renonçai bientôt, le trouvant inexplicable, et je me mis alors à songer aux manières de M. Rochester. Le secret qu'il avait jugé à propos de me révéler semblait un dépôt confié à ma discrétion. Du moins, je le regardais comme tel, et je l'acceptais. Depuis quelques semaines, sa conduite envers moi était plus égale qu'autrefois. Je ne paraissais plus le gêner jamais. Il avait renoncé à ses accès de froid dédain. Quand il me rencontrait, il me souriait, et avait toujours un mot agréable à me dire. Quand il m'invitait à paraître devant lui, il me recevait cordialement, ce qui me prouvait que j'avais vraiment le pouvoir de l'amuser, et qu'il recherchait ses conversations du soir autant pour son plaisir que pour le mien. Je parlais peu, mais j'avais plaisir à l'entendre. Il était communicatif. Il aimait à montrer quelques scènes du monde à un esprit qui ne connaissait rien de la vie. Il ne me mettait pas sous les yeux des actes mauvais et corrompus, mais il me parlait de choses pleines d'intérêt pour moi, parce qu'elles avaient lieu sur une échelle immense et qu'elles étaient racontées avec une singulière originalité. J'étais heureuse lorsqu'il m'initiait à tant d'idées neuves,
qu'il faisait voir de nouvelles peintures à mon imagination et qu'il révélait à mon esprit des régions inconnues. Il ne me troublait plus jamais par de désagréables allusions. Ses manières aisées me délivrèrent bientôt de toute espèce de contrainte. Je fus attiré à lui par la franchise amicale avec laquelle il me traita. Il y avait des moments où je le considérais plutôt comme un ami que comme un maître. Cependant, quelquefois encore, il était impérieux, mais je voyais bien que c'était sans intention. Ce nouvel intérêt ajouté à ma vie me rendit si heureuse, si reconnaissante, que je cessai de désirer une famille. Ma destinée sembla s'élargir, les vides de mon existence se remplirent, ma santé s'en ressentit, mes forces augmentèrent. Et M. Rochester était-il encore laid à mes yeux? Non. La reconnaissance et de douces et agréables associations d'idées faisaient que je n'aimais rien tant que de voir sa figure. Sa présence dans une chambre était plus réjouissante pour moi que le feu le plus brillant. Cependant, je n'avais pas oublié ses défauts. Je ne le pouvais pas, car ils apparaissaient sans cesse. Il était orgueilleux, sardonique, dur pour toute espèce d'infériorité. Dans le fond de mon âme, je savais bien que sa grande bonté pour moi était balancée par une injuste sévérité pour les autres. Il était capricieux, bizarre. Plus d'une fois, lorsqu'on m'envoya pour lui faire la lecture, je le trouvais assis seul dans la bibliothèque, la tête inclinée sur ses bras croisés, et lorsqu'il levait les yeux, j'apercevais sur ses traits une expression morose et presque méchante. Mais je crois que sa dureté, sa bizarrerie et ses fautes passées, je dis passées, car il semblait y avoir renoncé, provenaient de quelque grand malheur. Je crois que la nature lui avait donné des tendances meilleures, des principes plus élevés, des goûts plus purs que ceux qui furent développés chez lui par les circonstances et que la destinée encouragea. Je crois qu'il y avait de bons matériaux en lui, quoiqu'ils fussent souillés pour le moment. Je dois dire que j'étais affligé de son chagrin et que j'aurais beaucoup donné pour l'adoucir. J'avais éteint ma chandelle et je m'étais couché. Néanmoins, je ne pouvais pas dormir, et je pensais toujours à l'expression de sa figure au moment où il s'était arrêté dans l'avenue et où, disait-il, sa destinée l'avait défié d'être heureux à Thornfield. Et pourquoi ne le serait-il pas, me demandai-je. Qu'est-ce qui l'éloigne de cette maison? La quittera-t-il encore bientôt? Madame Fairfax m'a dit qu'il y restait rarement plus de 15 jours. Et voilà 8 semaines qu'il demeure ici. S'il part, quel triste changement! S'il s'absente pendant le printemps, l'été et l'automne, le soleil et les beaux jours ne pourront apporter aucune gaieté au château. Je ne sais si je m'endormis ou non, mais tout à coup, j'entendis au-dessus de ma tête un murmure vague, étrange et lugubre qui me fit tressaillir. J'aurais désiré une lumière, car la nuit était obscure, et je me sentais oppressé. Je me levai, je m'assis sur mon lit, et j'écoutais. Le bruit avait cessé. J'essayais de me rendormir, mais mon cœur battait violemment. Ma tranquillité intérieure était brisée. L'horloge de la grande salle sonna 2 heures. À ce moment, il me sembla qu'une main glissait sur ma porte, comme pour tâter son chemin le long du sombre corridor. « Qui est là ?» demandai-je. Personne ne répondit. J'étais glacé de peur. Je me dis que ce pouvait bien être Pilote, qui, lorsque la cuisine se trouvait ouverte, venait souvent se coucher à la porte de M. Rochester. Moi-même, je l'y avais quelquefois trouvé le matin en me levant. Cette pensée me tranquillisa un peu. Je me recouchai. Le silence calme les nerfs, et, comme je n'entendis plus aucun bruit dans la maison, je me sentis de nouveau besoin de sommeil. Mais il était écrit que je ne dormirais pas cette nuit. Au moment où un rêve allait s'approcher de moi, il s'enfuit épouvanté par un bruit assez effrayant en effet. Je veux parler d'un rire diabolique et profond qui semblait avoir éclaté à la porte même de ma chambre. La tête de mon lit était près de la porte, et je crus un instant que le démon qui venait de manifester sa présence était couché sur mon traversin,
Je me levai, je regardai autour de moi. Mais je ne pus rien voir. Le son étrange retentit de nouveau, et je compris qu'il venait du corridor. Mon premier mouvement fut d'aller fermer le verrou, mon second de crier « Qui est là ?» Quelque chose grogna. Au bout d'un instant, j'entendis des pas se diriger du corridor vers l'escalier du troisième, dont la porte fut bientôt ouverte et refermée. Puis tout rentra dans le silence. Est-ce Grace Poole ? Est-elle possédée ? Me demandai-je. Impossible de rester seule plus longtemps. Il faut que j'aille trouver madame Fairfax. Je mis une robe et un châle, je tirai le verrou et j'ouvris la porte en tremblant. Il y avait une chandelle allumée dans le corridor. Je fus étonnée, mais ma surprise augmenta bien davantage lorsque je m'aperçus que l'air était lourd et rempli de fumée. Je regardais autour de moi pour comprendre d'où cela pouvait venir, quand je sentis une odeur de brûlé. J'entendis craquer une porte. C'était celle de M. Rochester, et c'était de là que sortait un nuage de fumée. Je ne pensais plus à madame Fairfax, ni à Grace Poole, ni au rire étrange. En un instant, je fus dans la chambre de M. Rochester. Les rideaux étaient en feu, et M. Rochester profondément endormi au milieu de la flamme et de la fumée. « Réveillez-vous » lui criai-je en le secouant. Il marmotta quelque chose et se retourna. La fumée l'avait à moitié suffoqué. Il n'y avait pas un moment à perdre. Le feu venait de se communiquer au drap. Je courus à son pot à l'eau et à son aiguière. Heureusement que l'une était large, l'autre profond, et que tous deux étaient pleins d'eau. J'inondai le lit et celui qui l'occupait, puis j'allai dans ma chambre chercher d'autres eaux. Enfin, je parvins à éteindre le feu. Le sifflement des flammes mourantes, le bruit que fit mon pot à l'eau en s'échappant de mes mains et en tombant à terre, et surtout la fraîcheur de l'eau que j'avais si libéralement répandue, finirent par réveiller M. Rochester. Bien qu'il fît très sombre, je m'en aperçus en l'entendant fulminer de terribles anathèmes lorsqu'il se trouva couché dans une mare. « Y a-t-il une inondation ?» s'écria-t-il. « Non, monsieur, répondis-je, mais il y a eu un incendie. Levez-vous, vous êtes sauvé. Maintenant, je vais aller vous chercher une lumière. »« Au nom de toutes les fées de la chrétienté, est-ce vous, Jeanne R. ?» demanda-t-il. « Que m'avez-vous donc fait, petite sorcière ? Qui est venu dans cette chambre avec vous ? Avez-vous juré de me noyer ? » « Je vais aller vous chercher une lumière, monsieur. Mais au nom du ciel, levez-vous. Quelqu'un en veut à votre vie. Vous ne pouvez pas trop vous hâter de découvrir qui. »« Me voilà levé. Attendez une minute que je trouve des vêtements secs, si toutefois il y en a encore. Ah, voilà ma robe de chambre. Maintenant, courez chercher une lumière. » Je partis et je rapportai la chandelle qui était restée dans le corridor. Il me la prit des mains et examina le lit noirci par la flamme, ainsi que les draps et le tapis couverts d'eau. « Qui a fait cela ?» demanda-t-il. Je lui racontai brièvement ce que je savais. Je lui parlai du rire étrange, des pas que j'avais entendus se diriger vers le troisième, de la fumée et de l'odeur qui m'avait conduite à sa chambre, de l'état dans lequel je l'avais trouvé. Enfin, je lui dis que, pour éteindre le feu, j'avais jeté sur lui toute l'eau que j'avais pu trouver. Il m'écouta sérieusement. Sa figure exprimait plus de tristesse que d'étonnement. Il resta quelque temps sans parler. « Voulez-vous que j'avertisse madame Fairfax ?» demandai-je. « Madame Fairfax ? Non. Pourquoi diable l'appeler ? Que ferait-elle ? Laissez-la dormir tranquille. »« Alors je vais aller éveiller Lee, John et sa femme. »« Non, restez ici. Vous avez un châle ? Si vous n'avez pas assez chaud, enveloppez-vous dans mon manteau et asseyez-vous sur ce fauteuil. Maintenant, mettez vos pieds sur ce tabouret, afin de ne pas les mouiller. Je vais prendre la chandelle et vous laisser quelques instants. Restez ici jusqu'à mon retour. Soyez aussi tranquille qu'une souris. Il faut que j'aille visiter le troisième. Mais surtout, ne bougez pas et n'appelez personne. » Il partit, et je suivis quelque temps la lumière.
Il traversa le corridor, ouvrit la porte de l'escalier aussi doucement que possible, la referma, et tout rentra dans l'obscurité. J'écoutais, mais je n'entendis rien. Il y avait déjà longtemps qu'il était parti. J'étais fatiguée et j'avais froid, malgré le manteau qui me couvrait. Je ne voyais pas la nécessité de rester, puisqu'il était inutile d'aller réveiller personne. J'allais risquer d'encourir le mécontentement de M. Rochester en désobéissant à ses ordres, lorsque j'aperçus la lumière et que j'entendis ses pas le long du corridor. « J'espère que c'est lui, » pensai-je. Il entra, pâle et sombre. « J'ai tout découvert, » dit-il, en posant sa lumière sur la table de toilette. C'était bien ce que je pensais. « Comment, monsieur ?» Il ne répondit pas, mais, croisant les bras, il regarda quelque temps à terre. Enfin, au bout de plusieurs minutes, il me dit d'un ton étrange. « Avez-vous vu quelque chose au moment où vous avez ouvert la porte de votre chambre ?»« Non, monsieur, rien que le chandelier. »« Mais vous avez entendu un rire singulier. Ne l'aviez-vous pas déjà entendu, ou du moins quelque chose qui y ressemble ?»« Oui, monsieur, il y a ici une femme appelée Grace Poole, qui rit de cette manière. C'est une étrange créature. »« Oui, Grace Poole. Vous avez deviné. Elle est étrange, comme vous le dites. Je réfléchirai sur ce qui vient de se passer. En attendant, je suis content que vous et moi soyons seuls à connaître les détails de cette affaire. N'en parlez jamais. J'expliquerai tout ceci, ajouta-t-il en indiquant le lit. Retournez dans votre chambre. Quant à moi, le divan de la bibliothèque me suffira pour le reste de la nuit. Il est 4 heures. Dans 2 heures, les domestiques seront levés. Alors, bonsoir, monsieur, dis-je en me levant. Il sembla surpris, bien que lui-même m'eût dit de partir. Quoi ? S'écria-t-il. Vous me quittez déjà, et de cette manière ? Vous m'avez dit que je le pouvais, monsieur. Mais pas ainsi, sans prendre congé, sans me dire un seul mot, et de cette manière sèche et brève. Vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez arraché à une mort horrible, et vous me quittez comme si nous étions étrangers l'un à l'autre. Donnez-moi au moins une poignée de main. Il me tendit sa main. Je lui donnai la mienne, qu'il prit d'abord dans une de ses mains, puis dans toutes les deux. Vous m'avez sauvé la vie, et je suis heureux d'avoir contracté envers vous cette dette immense. Je ne puis rien dire de plus. J'aurais souffert d'avoir une telle obligation envers toute autre créature vivante. Mais envers vous, c'est différent. Ce que vous avez fait pour moi ne me pèse pas, Jane. Il s'arrêta et me regarda. Les paroles tremblaient sur ses lèvres, et sa voix était émue. Encore une fois, bonsoir, monsieur. Mais il n'y a ici ni dette, ni obligation, ni fardeau. Je savais, continua-t-il, qu'un jour ou l'autre, vous me feriez du bien. Je l'ai vu dans vos yeux la première fois que je vous ai regardé. Ce n'est pas sans cause que leur expression et leur sourire... Il s'arrêta, puis continua rapidement. Me firent du bien jusqu'au plus profond de mon cœur. Le peuple parle de sympathie naturelle et de bon génie. Il y a du vrai dans les fables les plus bizarres. Ma protectrice chérie, bonsoir. Sa voix avait une étrange énergie et ses yeux brillaient d'une flamme singulière. Je suis heureuse de m'être trouvée éveillée, dis-je en me retirant. Comment ? Vous partez ? J'ai froid, monsieur. C'est vrai. Et vous êtes là dans l'eau ? Allez, Jane, allez. Mais il tenait toujours ma main, et je ne pouvais partir. Je pris un expédient. Il me semble, monsieur, dis-je, que j'entends remuer madame Fairfax. Alors, quittez-moi. Il lâcha ma main, et je partis. Je regagnai mon lit, mais sans songer à dormir. Le matin arriva au moment où je me sentais emporté sur une mer houleuse, dont les vagues troublées se mélangeaient aux ondes joyeuses. Il me semblait voir, au-delà de ces eaux furieuses, un rivage doux, comme les montagnes de Beulah. De temps en temps, une brise rafraîchissante
éveillé par l'espoir, me soutenait et me menait triomphalement au but. Mais je ne pouvais pas l'atteindre, même en imagination. Un vent contraire m'écartait de la terre et me repoussait au milieu des vagues. En vain, mon bon sens voulait résister à mon délire, ma sagesse à ma passion. Trop fiévreuse pour m'endormir, je me levai aussitôt que je vis poindre le jour.